Steve Nadjar. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous nous rejoignez depuis Boston. 24e jour de guerre en Israël. L'incursion terrestre israélienne est puissante, mais pour le moment limitée par rapport en tout cas à ce qui avait pu être évoqué au lendemain du massacre du 7 octobre. C'est le produit, Simon Serroussi, selon vous, d'une évaluation à la fois militaire et diplomatique de l'état-major israélien. Israël doit manœuvrer sur le terrain avec force, certes, mais en prenant en compte les remarques et peut-être même aussi les réserves de ses alliés, notamment américains. Je pense que l'opération en cours est limitée par des considérations opérationnelles et militaires. Je pense que l'armée décide. Vous savez, faire une guerre, on est habitué aujourd'hui à l'instantanéité avec les réseaux sociaux, avec l'information qui va très très vite. Mais la guerre, ça reste quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose qui prend du temps. Et de la même manière qu'il faut beaucoup de temps pour préparer l'armée, pour faire venir des centaines de milliers de réservistes, les équiper, les entraîner, mettre des plans opérationnels en place, rentrer dans Gaza, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 heures, ça prend du temps. On est une armée qui protège ses soldats et qui fait tout, qui fait de son mieux pour protéger les civils de l'autre côté. Donc la progression va être lente. C'est évident qu'il y a des considérations diplomatiques aussi, et je pense qu'elles ont été notamment prises en compte pour le timing du moment où démarrerait l'opération. On les voit aussi dans les questions humanitaires, avec l'eau qui a été rétablie dans le sud de la bande de Gaza. Je pense qu'une partie des communications aussi ont été rétablies. Donc ces choses-là sont dues à des considérations diplomatiques. Mais pour ce qui est de l'opération militaire en soi, à mon avis, c'est plus du militaire. Quel est votre point de vue par ailleurs sur un des éléments de cette guerre, à côté de la guerre des récits, la guerre psychologique que mène le Hamas avec, on l'a appris il y a moins d'une demi-heure maintenant, la diffusion d'une nouvelle vidéo nous montrant trois otages israéliens. Et dans quelle mesure cette guerre psychologique pèse aussi sur les prises de décision israéliennes? Elle pèse énormément. Le Hamas sait à quel point Israël est sensible à la question des otages. On a vu on se souvient de Gilad Shalit. Pour un soldat, nous avons pas seulement libéré 1000 prisonniers palestiniens, mais nous avons la société israélienne a été tenue pendant des années avec cette question. Aujourd'hui, il y a plus de 200, 230, 240 otages. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Le Hamas sait que c'est une pression énorme sur le leadership israélien et ils savent qu'en publiant des vidéos de la sorte, ils vont augmenter la pression et ils espèrent déranger ou empêcher certains plans israéliens, changer des décisions au sein du leadership israélien avec cette pression. J'espère que notre leadership saura garder la tête froide malgré cette situation terrible. Simon Serroussi, je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. L'un des risques pointé concerne celui d'une escalade régionale. Des forces américaines en Irak et en Syrie ont d'ailleurs été visées ces derniers jours par des milices pro-Iran. En retour, les États-Unis ont frappé 2 installations des gardiens de la révolution iraniens et des groupes affiliés à Téhéran dans l'est de la Syrie. On est d'abord dans des opérations de dissuasion contre l'adversaire pour l'informer qu'il ne faut pas dépasser une certaine ligne rouge. Exactement. Je pense, et là je parle avec énormément de précaution et en mon nom, oui. Je pense que l'Iran n'a pas pris la décision de rentrer dans une guerre totale avec Israël par l'intermédiaire du Hezbollah ou d'autres groupes. Je répète, je prends énormément de précautions en disant cela, je peux me tromper et on pourra avoir une situation différente dans les jours qui viennent. Mais selon certaines analyses, l'Iran ne veut pas sacrifier le Hezbollah à ce stade et préfère garder le groupe terroriste au cas où il y aurait une attaque sur des infrastructures nucléaires iraniennes. Et donc on active d'autres milices peut-être plus éloignées du front israélien et moins stratégiques? Le Hezbollah est activé aussi, les Houthis sont activés,
l'Irak, la Syrie. Je pense que c'est un jeu iranien pour faire monter la pression, pour garder un doute dans l'esprit d'Israël et des États-Unis que cette guerre pourrait devenir régionale. C'est aussi jouer avec le feu, parce qu'on sait que En effet, oui. une guerre régionale, elle n'est pas toujours voulue et décidée à Téhéran ou ailleurs. On peut imaginer par exemple les conséquences d'une attaque qui coûterait la vie à des soldats américains, qui auraient forcément des retombées extrêmement graves. Tout à fait, une attaque iranienne en Irak ou en Syrie qui coûterait la vie ou de milices iraniennes qui coûterait la vie à des soldats américains, ou aussi une attaque du Hezbollah, une roquette qui tomberait sur une maison avec une famille dans un des villages israéliens du Nord, et qui changerait l'équation complètement, même si ce n'était pas quelque chose de voulu. Donc je pense qu'il y a un risque très important, constant. Il y a une pression constante. Ça a plusieurs objectifs. Premièrement, ça permet de garder, de fixer une partie des forces israéliennes et des forces américaines dans la région, donc des forces israéliennes notamment qui ne peuvent pas s'occuper de Gaza. Ça permet aussi, en interne et au sein du monde musulman et du monde et des groupes islamistes, ça permet au Hezbollah et à l'Iran de faire croire qu'ils ont soutenu le Hamas pendant cette guerre israélienne, et qu'ils ne les ont pas laissés tout seuls. Ouais. Alors qu'en réalité, ils ne rentrent pas dans la guerre. Et enfin, voilà, c'est pour maintenir une pression, je pense, sur le leadership israélien-américain. Donc, pour le moment, on ne voit pas de signe d'une volonté de rentrer dans une guerre totale, mais cela, encore une fois, peut changer. Cela peut être modifié aussi par les circonstances. Je voudrais qu'on vienne maintenant, pour terminer, Simon Serroussi, sur ces scènes absolument incroyables de foule à l'aéroport du Daghestan hier en Russie, lancée à la poursuite de Juifs et d'Israéliens au sein de l'aéroport. Quelle lecture faites-vous de cet événement qui a beaucoup surpris et beaucoup interpellé, et en quoi faut-il le relier selon vous à la position de Moscou depuis le début du conflit, Moscou qui a reçu il y a quelques jours maintenant des responsables du Hamas? Alors, il y a deux lectures. Il y a une lecture internationale, et je pense que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. C'est pas seulement extrêmement grave parce qu'on a essayé d'attraper des Juifs au Daghestan. C'est extrêmement grave parce que dans un monde connecté comme le nôtre aujourd'hui, où l'information voyage extrêmement rapidement, et qui a déjà une atmosphère antisémite et anti-israélienne terrible à travers le monde musulman et à travers les pays occidentaux, on le voit partout, avec beaucoup des minorités musulmanes, mais pas que, qui en tout cas pour le moment verbalement s'en prennent aux Juifs. Un événement comme ça peut être une trigger, peut être un déclencheur pour des attaques plus massives contre les Juifs à travers le monde. Et c'est quelque chose de très très grave, et je pense que les autorités à travers le monde doivent être extrêmement fermes. En France, on a la chance d'avoir un gouvernement qui est très ferme face à l'antisémitisme, face au mouvement anti-israélien. Mais je pense qu'il faut continuer de faire très attention. D'un point de vue russe, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que la Russie est un État fédéral, donc ces républiques autonomes ont beaucoup de liberté dans la manière de gérer leur population, et même au niveau des forces de l'ordre. C'est une région musulmane avec beaucoup d'extrémistes, et le contrôle de Moscou n'est pas total. Deuxièmement, ça prouve aussi que la Russie est déstabilisée avec cette guerre en Ukraine, et que Poutine contrôle encore moins ces régions. Parce que malgré tout, on sait que Poutine... Donc il n'y a pas eu de volonté, de votre point de vue, de laisser faire de la part des autorités fédérales russes? J'ai aucun moyen de savoir. Mon analyse est que je pense que Poutine a quand même, malgré énormément de choses, Poutine a toujours essayé de lutter, en tout cas officiellement, contre l'antisémitisme. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de calculé de sa part. Je pense par contre que l'attitude de la Russie, qui refuse de condamner le Hamas, qui se met clairement dans le camp de l'Iran,
qui est tout à fait intéressé à ce que l'attention du monde se porte sur une autre région plutôt que sur l'Europe de l'Est, crée un terreau fertile dans lequel des mouvements antisémites peuvent émerger. C'est évident. Et donc cette attitude russe qui est extrêmement problématique vis-à-vis d'Israël, extrêmement, au final, dans les faits, hostile, ou en tout cas qui soutient des mouvements anti-israéliens et antisémites à travers le monde, est très problématique et peut créer un terreau comme celui-ci. Maintenant, et encore une fois, je n'ai pas d'informations pour répondre, mais je ne pense pas je pense que Poutine, d'un point de vue individuel, a toujours essayé de lutter contre l'antisémitisme en Russie. On sait qu'il est proche de nombreuses personnalités juives. J'ose espérer qu'il n'est pas impliqué directement. Merci beaucoup Simon Serossi d'avoir été avec nous depuis Boston aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole d'Israël à Paris. On peut vous réécouter d'abord sur notre site radioj.fr, mais aussi en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.